À cette présentation sur les pistes d'action visant une mise en œuvre réaliste et harmonisée des programmes d'études en mathématiques. Pour vous mettre en contexte, en fait, à l'heure actuelle, on sait que dans plusieurs centres de services scolaires, on travaille déjà à la mise en œuvre réaliste et harmonisée des programmes d'études en mathématiques, qu'on appelle aussi parfois curriculum viable et garanti. Le réaliste fait référence à l'idée de pouvoir enseigner le programme dans le temps d'enseignement disponible et le mot harmoniser fait référence à une mise en œuvre qui va être cohérente par, les différents intervenants. En fait, au ministère, à dans l'équipe des programmes, on a reçu, depuis, quelques mois plus particulièrement, beaucoup de questions qui sont en lien avec ce thème. Donc, le but de cette présentation, c'est vraiment de vous proposer des pistes d'action et de réflexion à ce sujet. Alors, je me présente, Geneviève Dupré, je suis responsable des programmes d'études en mathématiques à la formation générale des jeunes au ministère et aujourd'hui, je suis en compagnie de Jim Cabot-Thibault. Alors, bonjour tout le monde. Je suis agent des services régionaux de soutien et d'expertise attitré au dossier des difficultés d'apprentissage pour la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine. Alors, pourquoi moi avec Geneviève aujourd'hui? Ça fait maintenant 7 ans là, que j'accompagne les milieux chez nous par rapport à l'enseignement-apprentissage de la mathématique et depuis, je dirais, peut-être 2 ans, là, on me pose beaucoup de questions en lien avec cette idée-là, là, de programme réaliste et harmonisé ou du curriculum viable et garanti. Donc, j'ai, eu des réflexions avec des équipes d'enseignants, avec des équipes de professionnels et j'ai tenté ou j'ai réalisé différentes actions avec, différentes équipes. Puis entre autres, dans la présentation d'aujourd'hui, Heu, je vais amener certains exemples tirés des accompagnements que je réalise ou que j'ai réalisés en lien avec les idées qu'on va avancer. Alors, bonne présentation à tout le monde. Alors, dans un premier temps, on voulait juste, vous, souligner la finalité recherchée ici, qui est l'idée d'un enseignement du contenu des programmes d'études en mathématiques qui vise le développement des compétences de tous les élèves. Donc cette, finalité-là est notre trame de fond, mais n'est pas la finalité recherchée par la présentation d'aujourd'hui, mais bien une finalité, en termes de en classe, dans nos actions. Alors, l'intention de notre rencontre d'aujourd'hui est vraiment de vous fournir des pistes d'action et des exemples concrets pour soutenir les milieux scolaires dans leur réflexion par rapport à tout ce qui est la mise en œuvre des programmes de façon harmonisée et réaliste en classe. Donc, je tiens quand même à vous souligner que toutes les actions, les exemples qui vont vous être présentés ne sont pas des outils complets en soi, mais plutôt vraiment des pistes à explorer en contexte d'accompagnement. Donc, c'est certain qu'à la fin de cette présentation, vous aurez certainement des questions qui vont rester en suspens. Vous allez sûrement ressentir le besoin d'avoir des rencontres d'équipe pour mener certaines réflexions et c'est vraiment l'intention, visée par cette présentation-là. Alors, vous avez, devant vous ici le plan de la présentation. L'idée n'est pas de faire une lecture là, de de ce qui est à l'écran. On sait que c'est tout petit. C'était seulement pour vous présenter, le fil conducteur, en fait, de la présentation. Donc, on part avec, l'idée de notre, finalité, qui est ici et on va vous présenter donc 2 défis qui nous sont souvent rapportés ou, qu'on observe souvent, dans les milieux scolaires et par la suite, ben, on va vous présenter en fait différentes pistes d'action par rapport à ces défis. Donc, la présentation va se dérouler vraiment de façon bon, linéaire en fait, où on va vous présenter un premier défi et ensuite différentes actions qui sont des pistes à explorer pour répondre à ce défi-là. Puis ensuite, nous aborderons le deuxième défi avec les différentes pistes d'action qui réfèrent à ce défi-là. Alors, quelques petits rappels avant d'amorcer, de tomber dans le vif du sujet. Donc, nos prémices de base, les rappels qui sont importants, mais qu'il faut toujours garder en tête. Évidemment, le programme de formation des québécoises et la progression des apprentissages demeurent toujours nos documents officiels prescrits, nos documents obligatoires. Donc, même dans le contexte actuel, cette prescription demeure. Donc, nos programmes demeurent les documents auxquels on doit se référer. Hem, le deuxième élément, c'est l'idée que les savoirs essentiels dont on entend beaucoup parler sont en fait pour nous ceux qui se retrouvent dans les programmes. Parce qu'il faut savoir qu'au moment de l'écriture des programmes, il y a déjà des choix qui ont été faits pour, cibler
les savoirs qui allaient être abordés dans nos programmes d'une part et ensuite répartis selon les cycles et les ordres d'enseignement. Et donc, il y a déjà une sélection en soi qui a été faite au niveau de tout ce qui existe en mathématiques pour cibler ce qui va être vu à partir de nos programmes d'études. Donc, cette sélection-là de savoirs essentiels, d'une certaine façon, est déjà faite puisque ce sont les savoirs qui apparaissent dans nos programmes. Et évidemment, important de rappeler que l'apprentissage des élèves en mathématiques doit être axé sur le développement de leurs compétences. Donc, c'est un élément qu'on va ramener de différentes façons tout au long de la présentation. Alors, les 2 défis, en fait, on les a formulés ainsi. Les défis qui nous sont rapportés ou qu'on observe comme accompagnateur, qu'on a pu observer peut-être comme enseignant aussi. Donc, le premier qui est l'idée de la mise en œuvre harmonisée des programmes d'études par les différents intervenants et le deuxième qui est le temps disponible pour l'enseignement du contenu des programmes d'études. Donc, ces 2 défis qui sont là, qui existent, qui font partie de peut-être de nos accompagnements depuis, longtemps, mais c'est certain que le contexte actuel a amplifié ces défis-là. Donc, on souhaite pouvoir, vous soutenir dans l'accompagnement relatif à ces 2 défis-là. Et vous remarquez sur la diapositive, vous avez 2 petits icônes. Donc, lorsqu'on va aborder le premier défi, vous retrouverez l'icône ici avec, la petite affiche avec les 2 flèches. Et lorsqu'on abordera le deuxième défi, vous retrouverez sur les diapositives le petit icône avec l'horloge. Donc, c'est un petit indicateur pour vous aider à suivre la présentation. Alors, premier défi, ce qui se rapporte à l'idée d'un programme, d'une mise en œuvre des programmes qui soient harmonisés, c'est l'idée ici de la cohérence et de l'équité. Je vais laisser mon collègue. Oui, en fait, pourquoi les 2 grands mots, qui sont surlignés en bleu? La cohérence fait référence, dans le fond, à la cohérence de nos interventions, donc la cohérence est, sur le plan des intervenants et l'équité, ben, c'est que les élèves aient un accès équitable, là, au contenu des programmes d'études, notamment en maths. Et juste une petite parenthèse, recherche sur cet aspect-là, s'il y en a qui se questionnent de où ça peut venir, toute cette idée-là, dans le fond, là, du, de la mise en œuvre harmonisée ou garantie, là, comme Geneviève parlait du curriculum viable et garanti. Ça vient des travaux de Marzano, entre autres, là, qui ont été publiés au début des années 2000. Puis Marzano, pour parler du concept de curriculum viable et garanti, il a utilisé 2 facteurs, dont le temps, on y reviendra un peu plus tard dans notre présentation, mais aussi l'idée que lui a appelée en anglais opportunity to learn, c'est-à-dire que les élèves aient tous la même opportunité ou des opportunités cohérentes d'avoir accès aux apprentissages. Donc, ici, là, dans cette première section, on va vous amener différentes pistes d'action en lien avec ça. Juste avant, on tient quand même à faire une petite, mise en garde que quand on parle d'une idée de mise en œuvre harmonisée, des programmes par les différents intervenants, on ça ne signifie pas que tous les intervenants doivent faire exactement la même chose en même temps. On s'entend là, c'est vraiment une idée de dans une même, dans la cohérence se trouve au niveau des fondements, puis vraiment au niveau des orientations, des choix qui vont être faits pour, s'assurer que les élèves aient tous, puissent atteindre, les attentes visées par le programme. On pense que nécessairement une mise en œuvre harmonisée des programmes passe par une compréhension commune des programmes, de formation et des particularités de chacun des programmes d'études. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on vous proposera différentes actions qui vont avoir pour but de préciser les éléments des programmes sur lesquels il serait important de développer une compréhension commune afin de vraiment de s'assurer d'une cohérence dans l'enseignement. Alors, ce qu'on vous propose, c'est en fait une action en 3 volets, comme je disais, qui est, vraiment l'idée de s'appuyer sur développer une compréhension commune, par l'équipe d'intervenants, donc pour permettre une mise en œuvre cohérente des programmes d'études, par les différents intervenants. Quand on parle de différents intervenants, c'est on s'attend pas à ce que cette compréhension commune, relève seulement de l'équipe d'enseignants, mais par exemple, des orthopédagogues, des conseillers pédagogiques, des directions d'école, de toute personne qui intervient, auprès des élèves ou auprès
d'un accompagnement des enseignants. Donc, on les 3 volets sur lesquels on va s'attarder, c'est l'idée de se développer une compréhension commune des compétences, évidemment, des concepts et processus, mathématiques et aussi une compréhension commune des liens qui existent entre le développement de compétences et l'apprentissage des concepts. Donc, chacun de ces volets-là sera, décliné avec des exemples, dans les prochaines minutes. Le fait que, par exemple, le programme soit, le fait d'aborder le programme d'une façon spiralaire ou en fait d'en faire une interprétation de cette façon-là peut être une piste à explorer parce que c'est des éléments qui ne sont pas nommés, disons explicitement dans les programmes, mais qui ils sous-tendent un peu cette idée-là. Donc, c'est un élément à explorer, mais on va vraiment s'attarder à chacun des éléments. Donc, si on y va avec, le premier point, en fait, le premier volet qu'on va aborder, c'est l'idée de se développer une compréhension commune des 3 compétences mathématiques. C'est certain que, même si nos programmes, sont bien présents, on les connaît, ils sont là depuis plusieurs années. Par contre, nos programmes, ça fait peut-être quelques années qu'on ne les a pas réouverts, qu'on en a fait, on s'est donné une interprétation, une compréhension des compétences, puis qu'on n'est pas nécessairement revenu récemment dans nos programmes. Donc, ça vaut la peine de s'assurer que comme équipe, il y a une cohésion dans la compréhension ou l'interprétation de ce que signifie chacune des compétences en mathématiques. Donc, on va aller voir à ce niveau-là quand on s'attarde vraiment à l'idée de se développer une compréhension commune des compétences, ben en fait, ça sous-entend plusieurs idées. On n'a pas juste, donc c'est sûr qu'on peut comme équipe, s'attarder à la définition même des compétences, aller voir ce que signifie la compétence, comment c'est libellé. La compétence vient avec des composantes. Ces composantes-là ont parfois été mises un peu de côté au détriment des critères d'évaluation, par exemple, qui se rapprochent beaucoup, mais de prendre le temps de revoir les définitions des compétences et de leurs composantes sont vraiment une piste à explorer si on sent que c'est un besoin pour l'équipe. Mais tout ce qui touche les compétences va nécessairement aussi, aborder l'idée des, stratégies, qu'on parle de stratégie cognitive, métacognitive, affective, d'organisation. Donc, nécessairement, un élève qui est en développement de compétences aura nécessairement aussi à utiliser des stratégies, à se développer aussi un répertoire de stratégies. Donc, d'aborder ce thème-là avec l'équipe peut être une autre piste. Revoir les attentes de fin de cycle, bien sûr, les critères d'évaluation. Nécessairement une approche par développement de compétences sous-entend aussi que le rôle de l'élève, le rôle de l'enseignant n'est pas le même que si on est dans une approche d'un programme par objectif, par exemple. Donc, aussi de revoir cette idée de rôle pour s'assurer que, d'une part, l'enseignant est au clair avec les rôles qu'il devrait adopter en classe, le rôle ou les rôles qu'on devrait attribuer aux élèves, puis s'assurer que ce soit aussi nommé de façon claire aux élèves et que ce soit discuté avec les enseignants. Donc, tous ces éléments-là se retrouvent directement dans les programmes, évidemment. Et aussi, ben, vous voyez, en fait, les 2 éléments en bleu que vous voyez à l'écran, sont des pistes ou d'activités ou d'actions qui peuvent être faites en équipe pour, justement s'approprier, les différentes compétences. Donc, d'une part, explorer la progression du développement des compétences. Ce qu'on veut dire par là, c'est, vraiment que, en fait, une compétence, on sait que ça ne peut pas se développer du jour au lendemain, que c'est un processus qui se développe, qui se déroule sur du long terme. Donc, nécessairement, il y aura des strates ou des étapes pour arriver à un développement de compétences qui va être, élevé. Donc de s'attarder à comment on devrait voir l'évolution chez l'élève, comment devrait se développer le développement de sa compétence, s'attarder à des étapes peut-être ou avoir des échelons. C'est une piste d'exploration qui pourrait être intéressante à aborder avec les enseignants. Et une autre tâche ou activité qui peut être intéressante, c'est l'idée d'explorer différents types de tâches. On sait qu'il peut y avoir une certaine tendance dans les milieux
assigner ou accorder un format de tâche à une compétence, alors que les tâches en elles-mêmes n'ont pas un titre de compétence. Donc, on entend parfois une résoudre, une raisonner, comme si une tâche avait vraiment un statut associé à une compétence, mais en fait, toute l'exploration au niveau des tâches, quelles compétences elles permettent de développer. Il y a beaucoup d'enjeux autour de l'intention de la tâche, donc on va aborder cet élément-là dans les prochaines diapositives. Mais donc, c'est une piste intéressante à explorer avec les enseignants pour mieux s'approprier les compétences, mieux comprendre les compétences. Alors, c'est sûr que d'une part, on a, ça vaut la peine de prendre le temps de se rappeler, remémorer nos différentes compétences. Comme je disais, parfois, ça peut faire un certain temps qu'on n'a pas réouvert nos programmes, donc de prendre le temps d'aller revoir nos différentes composantes pour mieux voir comment se décline la compétence. Donc, on a la compétence 1 qui résout une situation problème. Le libellé est le même pour le primaire, le premier cycle du secondaire, le deuxième cycle du secondaire, mais les composantes vont être nommées différemment et évoluent au fil du temps. Donc, d'aller revoir la définition de la compétence 1, notre compétence 2 qui est, bien sûr, au primaire, on dit raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques, alors qu'au secondaire, on parle de déployer un raisonnement mathématique. Donc, il y a des éléments troncs communs, si on veut, à cette compétence-là, mais il y a aussi des distinctions qui sont apportées d'un ordre d'enseignement à l'autre. Et bien sûr, notre troisième compétence qui est communiquer à l'aide du langage mathématique, donc qui a toujours sa place, qui fait toujours partie des programmes. On sait qu'avec l'arrivée du dernier cadre d'évaluation, le choix a été fait de ne plus évaluer la compétence 3 de façon distincte parce qu'il a été reconnu que cette compétence-là devait nécessairement se déployer à l'intérieur des tâches où on souhaite développer aussi la compétence 1 ou la compétence 2 et que de vouloir évaluer la compétence à communiquer de façon isolée venait un peu dénaturer, si on veut, les tâches mathématiques. Donc, le choix a été fait de développer cette compétence-là et de l'évaluer à travers les deux autres compétences, mais elle est toujours bien importante et elle a toujours sa place dans nos programmes. À la prochaine diapositive, ici, je sais que l'image est très petite, mais en fait, c'est un extrait du programme de mathématiques du deuxième cycle du secondaire qui se retrouve dans les annexes. Je trouvais intéressant de vous la présenter parce qu'en fait, ici, c'est un exemple on vous présente un exemple de progression des apprentissages sur le plan cognitif des compétences. Donc ici, celui que vous avez à l'écran, c'est pour la compétence 1, résoudre une situation problème. Mais vous avez dans les annexes également le même tableau pour les deux autres compétences. Ce qui est intéressant avec cette annexe-là, c'est qu'on décline en fait différents indicateurs dans le tableau sur lesquels on peut porter des observations sur nos élèves. Donc, pour observer une évolution et quand on regarde pour un indicateur en particulier, en fait, on peut voir un élève qui est au début du développement de sa compétence, si on veut. On a certains éléments qui sont nommés dans la première case. Et ensuite, plus on défile vers la droite, plus on voit une évolution dans le développement de la compétence de l'élève. Et de la façon dont le tableau est construit, c'est que chacune des cases inclut les éléments de la case précédente. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir des indicateurs clairs, précis sur le développement de la compétence. Donc, même si cette annexe, ce tableau se retrouve dans le programme du deuxième cycle du secondaire, je pense que c'est un outil qui peut être pertinent à explorer également au primaire ou au premier cycle du secondaire. Peut-être que certains ajustements seraient nécessaires pour s'assurer que ça corresponde bien au profil et à l'âge de nos élèves, mais ça donne un outil où on peut vraiment s'attarder au développement de la compétence et de le mettre comme élément central dans notre jugement qu'on porte sur le développement des élèves. Alors, on va poursuivre et ceux qui ont assisté aux présentations du référentiel d'intervention en mathématiques l'année dernière ne seront pas surpris. Vous allez reconnaître mon militantisme et une des idées pour laquelle je milite fortement, c'est l'idée de redonner aux compétences leur statut d'action cognitive et non de type de tâche. C'est-à-dire que
quand je suis avec, en accompagnement des différents milieux, on me parle beaucoup du développement de compétences en maths en fonction d'un type de tâche. Jim, as-tu des tâches de résoudre? As-tu des tâches de raisonner? Ça, c'est-tu une raisonnée? Ça, c'est-tu une résoudre? Alors que le développement de compétences réfère à des actions cognitives, résoudre un problème, déployer un raisonnement, etc. Et pour exemplifier ça avec les équipes, je vais vous montrer un exemple concret, c'est-à-dire que un exemple dans lequel j'utilise une même tâche et selon les modalités que je vais utiliser, selon le groupe d'âge à qui je vais m'adresser, mes intentions en lien avec la même tâche pourraient être complètement différentes. Alors, j'ai repris une tâche que vous connaissez peut-être, c'est une tâche classique qui est le casse-tête de Desjardins et Tu. Sans rentrer dans le détail approfondi, puis cette tâche-là, elle peut avoir plusieurs volets, mais le volet de cette tâche-là, c'est que vous regardez à droite, j'ai différents rectangles, c'est écrit c'est petit, mais il y a des fractions inscrites sur les différents rectangles, un tiers, une demi, tout ça. Et ce qui est demandé aux élèves, c'est d'associer les rectangles de droite avec les rectangles de gauche, qui sont en fait les tout. Fait on part de cette même tâche-là et dans les prochaines diapos, je vais vous montrer plusieurs intentions pédagogiques que je pourrais avoir en lien avec cette même tâche-là. Alors, on débute. Je pourrais avoir mes deux premières intentions d'apprentissage qui seraient simultanées par ailleurs, pourraient être d'amener les élèves à travailler autour de une des composantes de la compétence 1 qui est de décoder les éléments de la situation problème et valider sa solution. Donc, deux composantes de la compétence 1. Et je pourrais aussi avoir en concomitance, dans le fond, une intention en lien avec des concepts et processus. Dans ce cas-ci, associer une fraction à une partie d'un tout, partie isométrique ou partie équivalente, ou d'un groupe d'objets et vice-versa. Vous reconnaissez ici un libellé tiré de la progression des apprentissages au primaire. Et ici, supposons que je propose la tâche de Desjardins et Tu à des élèves du début du deuxième cycle du primaire, eh bien, ce sera un véritable problème pour eux, en tout cas probablement pour une masse critique de mes élèves. Et là, par exemple, je pourrais découper là, les différents rectangles, leur fournir ça, les amener à faire du travail d'équipe autour de ça, et je mettrai de l'avant un enseignement par la résolution de problèmes. On y reviendra sur cet aspect-là, mais ceux qui ont assisté ou qui ont lu le référentiel, là, il y a des éléments là-dessus. Donc, avec les trois temps, c'est-à-dire un temps où je laisse les élèves explorer le problème, ensuite, j'amène les élèves à tenter des solutions, puis ensuite, on fait un retour en grand groupe dans lequel on regarde les différentes façons de faire, comment les élèves s'y sont pris, et on explicite les apprentissages réalisés. Et dans ce cas-ci, les apprentissages réalisés, si j'avais comme intention claire avant de débuter que je voulais que les élèves apprennent des éléments en lien avec des composants de la compétence et des concepts et processus, nécessairement comme enseignant, ça va teinter mon retour ou mon explicitation des apprentissages, c'est-à-dire que je vais porter attention aux stratégies mise en œuvre par les élèves, mais aussi à la nature du savoir, du concept et des processus en jeu. Donc, un premier exemple d'intention que je pourrais avoir avec la tâche de Desjardins et Tu. Autre intention, je pourrais cette fois-ci viser davantage une composante de la compétence 2, donc la compétence à raisonner, qui est de justifier des actions ou des énoncés en faisant appel à des concepts et à des processus maths, donc composante de la compétence 2, et même une composante de la compétence 3 qui est d'interpeller ou produire des messages à caractère mathématique. Je vous raconte ce que j'ai déjà fait avec la tâche de Desjardins et Tu. Pour arriver à cette intention-là, je vais vous montrer. Je travaillais cette fois-ci avec des élèves du troisième cycle du primaire. Et ici, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais en zoomant, vous allez pouvoir voir. Ici, j'ai un rectangle qui est inscrit une demi et celui-là, c'est écrit 4 huitièmes. Donc, je questionnais les élèves sur une demi et 4 huitièmes. Et rapidement, plusieurs élèves me disaient, ben c'est pareil ça, une demi et 4 huitièmes. Et je leur demandais, c'est pareil, pouvez-vous me dire en quoi c'est pareil? Ben, ils me disaient, ben oui, une fois 4, ça fait 4, puis 2 fois 4, ça fait 8. Ils me disaient, il y en a même qui me disaient au troisième cycle du primaire, ce sont des fractions équivalentes. Puis à ce moment-là, moi, je leur demandais, ben OK, mais pouvez-vous m'expliquer
vous me dites que c'est pareil. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les rectangles n'ont pas le même air? En bon français, il y a un des rectangles qui est plus gros que l'autre, puis vous me dites que c'est pareil. Moi, je ne vois pas ça pareil du tout. Donc, vous voyez que j'utilise la même tâche, mais j'ai produit une sous-question qui amène les élèves, dans ce cas-ci, à justifier à l'aide de concepts et processus et à produire un message à caractère mathématique. Donc, deuxième intention, et ce serait davantage une discussion de groupe dans ce cas-ci que je mettrais de l'avant. Donc, différents élèves, différentes intentions, modalités pédagogiques différentes, pourtant, même tâche. Et je terminerai en disant, même, je pourrais utiliser cette tâche-là, par exemple, au début du premier cycle du secondaire, avec une idée de consolidation de la compréhension des concepts et des processus, puis le développement de la fluidité dans leur utilisation. Donc, pour certains élèves, ça pourrait être un exercice s'ils sont rendus au premier cycle du secondaire. Puis, comme enseignant, moi, ça peut aussi me donner une idée de la compréhension, justement, en leur faisant faire cette tâche-là. Où en sont mes élèves par rapport à la compréhension et à la mise en place des processus par rapport à la fraction? Et ça amène aussi une composante de la compétence 2 qui est de mobiliser des concepts, des processus maths appropriés à la situation. Donc, on revient, hein, je vais ramener le fil conducteur de cette idée-là. On se rappelle qu'on est dans l'idée de mise en œuvre des programmes harmonisés. Ben, pour mettre en place des programmes de façon harmonisée, il faut, entre autres, dans cette partie-là, on est en train de parler de se donner une compréhension commune du développement de compétences. Donc, ici, en utilisant une même tâche et en évoquant la possibilité d'avoir des intentions d'apprentissage différentes et faisant référence à différentes compétences, différentes composantes de compétences, bien, ça nous amène à vraiment se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire la compétence 1, la compétence 2, la compétence 3, et non pas se questionner sur est-ce que ceci est une résoudre ou cela est une raisonnée, parce que la réponse au final va toujours être ça dépend. Évidemment, je suis au courant qu'il y a des types de tâches qui ont été choisis, qui sont dans les épreuves obligatoires de la fin du primaire, dans les épreuves uniques de secondaire 4, mais il en demeure pas moins que on peut amener les élèves à développer leurs compétences à travers différents types de tâches. Parfait. On va maintenant aborder le deuxième volet, donc toujours dans l'idée de se développer une compréhension commune de nos programmes. Il y a le volet qui ne peut pas être mis de côté, qui est évidemment tous les concepts et processus mathématiques de notre programme. Donc, à ce moment-là, c'est important aussi quand on cherche à comprendre les concepts, processus, de garder en tête les questions que vous avez à l'écran. Donc, que voulons-nous que les élèves apprennent? Et quelles sont nos attentes par rapport à ces apprentissages-là. Donc, de toujours garder en tête cet élément-là, de préciser ce qu'on souhaite que les élèves apprennent, puis comment ça va pouvoir se manifester. Donc, par rapport à cet élément-là, il y a différentes pistes qui peuvent être explorées avec les enseignants pour mieux s'approprier le contenu de formation de notre programme, de nos programmes. Donc, il y a vraiment l'idée de s'attarder à observer comment évoluent les différents concepts à travers les cycles. On va souvent se centrer principalement sur le niveau auquel on enseigne, mais d'avoir une vue d'ensemble va aider énormément à s'approprier les concepts, à mieux comprendre le bagage avec lequel arrivent nos élèves et vers quoi on veut les mener. Donc, l'idée d'observer la progression des apprentissages au fil des cycles va être vraiment une voie intéressante et je dirais même importante pour mieux s'approprier tout le contenu et aussi pour s'aider à mieux porter un jugement sur les apprentissages de nos élèves, ce serait de dégager des manifestations observables de la compréhension de ces concepts et processus-là. Donc, pour ça, ben, vous voyez ici à l'écran, on a parlé de savoir essentiel ou contenu de formation, c'est simplement pour faire référence au vocabulaire qui est utilisé dans nos programmes. On sait qu'au primaire, tous les concepts et processus sont recensés dans une section qui s'appelle savoir essentiel, alors que dans les programmes du secondaire, on parle plutôt de contenu de formation. Mais dans les deux cas ici, on fait référence aux concepts et processus mathématiques.
Donc, en ce qui a trait à l'idée d'observer la progression des apprentissages ou le développement des concepts à travers les cycles, c'est certain qu'avec l'arrivée de la progression des apprentissages comme, outil complémentaire au programme, ça fait en sorte que, bon, évidemment, on sait que, tout a été décortiqué, donc, les différents éléments qui étaient dans les programmes ont été, séparés, comme je disais, décortiqués en plusieurs éléments, ce qui fait en sorte que ça a amené une vision du contenu qui était peut-être plus morcelé et qui prenait beaucoup d'expansion. Donc, pour revenir en arrière, je pense que pour, mieux voir le fil, conducteur et voir l'évolution des concepts, il faut peut-être chercher à se faire d'autres représentations de nos contenus de formation. Donc, parce que la progression des apprentissages, si on l'apprend tel quel comme outil, ben on peut, pouvoir on semblerait vouloir se coller davantage à l'idée d'objectifs ou de petites cases à cocher. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est un exemple d'une représentation des concepts et processus. Là, dans ce cas-ci, c'est un exemple pour le sens et l'écriture des nombres au primaire. Donc, dans cette représentation-là, vous retrouvez en fait l'ensemble des concepts et processus pour cette section-là de notre programme, donc de la première année à la sixième année. Donc, vous voyez qu'on peut synthétiser l'ensemble de nos contenus en une page et de cette façon-là, ça aide vraiment à voir, où se situent les concepts, l'importance qu'ils prennent aussi dans tout ça. Donc, si on regarde de plus près cette représentation-là, ben, vous avez, comme on est dans le sens et l'écriture des nombres, là, on retrouve les différents nombres, donc les nombres naturels, les fractions, heu, les, nombres décimaux et les nombres entiers. Et ce que vous retrouvez en dessous des différents types de nombres, c'est, les actions, les concepts et processus relatifs à ces ensembles de nombres. Donc, par exemple, lire et écrire des nombres, vous voyez ici que la bande, fait toute la largeur du schéma. Donc, en fait, c'est pour indiquer que cette action de lire et écrire des nombres se réfère à chacun des ensembles de nombres. Donc, il y a des actions comme ça qui se rapportent à chacun des ensembles de nombres et vous avez certains concepts ou processus qui relèvent seulement des nombres naturels ou seulement des fractions ou des nombres décimaux. Donc, vous avez comme ça une vue d'ensemble et les petites pastilles de couleurs là, que vous retrouvez à côté de certaines bulles, c'est, des liens qui sont mis en évidence, avec d'autres champs mathématiques. Donc, vous avez le P pour probabilité, le M pour mesure, le S pour statistique ici, c'est le G en jaune pour géométrie. Donc, il y a certains, c'est aussi possible avec ce genre de représentation-là pour, pas retomber non plus dans une approche, trop, par silo où on fait des clôtures étanches entre chacun des champs mathématiques, mais il y a quand même aussi des liens qu'on peut faire déjà avec d'autres champs mathématiques pour certains concepts, processus qui, de façon évidente, on voit qu'ils vont être mobilisés aussi à travers d'autres concepts avec d'autres champs mathématiques. Donc, c'est sûr que ça, c'est, comme je vous disais, c'est un exemple de représentation, ça pourrait prendre différentes formes, mais le fait de travailler avec une équipe à s'approprier le contenu de formation et à voir les liens qui existent entre chacun de ces concepts-là, de voir les éléments qui se répètent aussi, donc de voir qu'on ne repart pas à zéro à chaque fois qu'on amorce un nouvel apprentissage parce qu'il y a déjà des éléments qui ont été abordés. Donc, ça peut être une piste intéressante à explorer. Puis, une fois qu'on a ce genre d'outil-là, qui est une vision globale de l'ensemble des concepts à aborder au primaire, ben là, à ce moment-là, on pourrait, dans un deuxième temps, aller décortiquer évidemment ce qui va être vu dans chacun des cycles. Donc là, par exemple, j'ai ajouté, vous voyez ici un rectangle en rouge pour dire que les nombres naturels vont être abordés au premier cycle du primaire en ce qui a trait à la lecture-écriture des nombres, alors que les fractions, les nombres décimaux, eux, vont être abordés au deuxième cycle. Puis là, par exemple, j'ai pris une autre couleur en bleu pour représenter le troisième cycle du primaire. Donc, on pourrait, après ça, décortiquer pour que, évidemment, les enseignants veulent s'approprier dans un deuxième temps ce qui va être spécifique à leur niveau d'enseignement, mais toujours dans l'idée de cycle et non de niveau. Puis on en reparlera plus tard là, de cette idée de répartition. Mais donc, une approche d'abord globale pour ensuite y aller par cycle, puis pourquoi pas par niveau par la suite. Donc, ce document-là, d'ailleurs, vous l'avez dans les fichiers à télécharger, vous le retrouvez. Vous avez
une diapositive différente, une page différente pour chacun des champs mathématiques, avec certains liens qui ont déjà été faits. Vous verrez toutefois dans le document que c'est vraiment un document de travail, donc c'est une ébauche, un 1er jet qu'on a fait pour, essayer de vous donner des outils pour représenter différemment le contenu de nos programmes. Donc, vous pourrez l'explorer et évidemment le retravailler et bonifier. Évidemment, ce n'est pas un outil, comme je disais, complet. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des liens qu'on puisse ajouter. Donc, n'hésitez pas à retravailler dessus. Un autre exemple de ce schéma-là, donc on pourrait, pour le champ de la géométrie, encore une fois, ici, vous avez un exemple de représentation de l'ensemble des concepts et processus qui touchent le champ de la géométrie au primaire. Et là, vous avez différentes sections, donc vous retrouvez les figures, les solides, les figures planes, les frises et les dallages, et les différents concepts abordés dans chacune de ces catégories-là. Et vous avez des liens mis en évidence avec, entre autres, le sens du nombre ou les opérations sur les nombres, pas dans ce cas-ci, mais dans d'autres champs, on pourrait retrouver ça. Donc ici, c'est un exemple pour le primaire, mais on pourrait aussi faire la même chose au secondaire. Là, ici, le schéma est un petit peu plus garni parce qu'en fait, c'est une autre façon de travailler le tout, mais ici, dans ce schéma-là, on retrouve l'idée centrale, c'est de représenter l'ensemble des concepts, processus abordés au premier cycle du secondaire. Donc, toutes les petites cases en gris, gris pâle et gris foncé représenteraient les concepts qui sont des nouveaux apprentissages au premier cycle du secondaire. Mais il y a quand même des cases en blanc qui sont laissées là pour mettre en évidence des apprentissages faits au primaire qui vont être réinvestis au premier cycle du secondaire. Donc, c'est intéressant aussi cet aspect-là de toujours ramener qu'est-ce qui va être réinvesti des années précédentes. Donc, quand on arrive au secondaire, ben, c'est important de garder des traces de ce qui a été abordé au primaire. Donc, dans ce schéma-là, on le retrouve et les cases en noir, elles représentent les apprentissages, les nouveaux apprentissages qui vont se faire au deuxième cycle, ben là, ici, en troisième secondaire, plus particulièrement. Donc là, l'enseignant, par exemple, du premier cycle secondaire, en travaillant sur ce genre de représentation-là, peut peut-être mieux cerner ce qui a été vu au primaire qui va être investi, qui va pouvoir, sur lesquels il va pouvoir construire les nouveaux apprentissages, mais en même temps d'être conscient de ce qui s'en vient par la suite et comment vont être réutilisés les apprentissages que les élèves font actuellement. Donc, voici des exemples d'outils là, qui peuvent être utilisés, présentés, analysés avec les enseignants pour mieux s'approprier vraiment le contenu de formation. Sinon, toujours dans l'idée là, on passe il y avait l'idée de dégager des manifestations observables de la compréhension, des concepts et des processus. Heu, dans un premier temps, il y a peut-être la nécessité pour certaines équipes, ou certains enseignants ou certains CP de d'abord peut-être s'approprier, davantage qu'est-ce qu'on veut dire par concept et processus, la distinction, si on veut, entre les 2 pour, être capable de mieux comprendre les manifestations qui vont être relatives aux apprentissages, de la maîtrise des concepts, des processus ou même d'une stratégie. Donc, c'est sûr que dans les programmes du secondaire, on retrouve déjà la distinction. On a des colonnes vraiment pour les concepts et pour les processus, mais dans les programmes du primaire, on ne retrouve pas cette organisation-là. Donc, il y a certains outils qui peuvent vous aider. Vous avez entre autres une référence à un document ici où on a fait on a, disons, clarifié ou mis en évidence qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'un concept, qu'est-ce que c'est qu'un processus et quel genre de manifestation observable je peux faire dans les traces de mes élèves pour voir s'ils comprennent le concept ou s'ils comprennent le processus. Donc, c'est un exercice intéressant à faire. Pas dans l'idée encore une fois, de vouloir scinder, de vouloir absolument dire, OK, ceci est un concept, ceci est un processus, puis là, de vouloir ranger dans des boîtes parce que c'est pas le but de l'exercice, mais d'être conscient que derrière des processus, il y a des concepts et que la compréhension des concepts sous-jacents souvent va être préalable, mais ou peut venir par la suite, mais d'être conscient qu'il n'y a pas juste les processus, il y a les concepts derrière. Ça va vraiment aider à mieux cerner là, les contenus à enseigner aux élèves. Et dans la figure de droite qui est en lien avec, le référentiel d'intervention en maths, en fait, c'est une des figures tirées, explicitement du référentiel. Je reviens sur l'idée dans le titre qu'on a ici, les manifestations observables de la compréhension des concepts et des processus maths. Je vous ramène dans mon expérience d'accompagnateur.
on me questionne beaucoup ces temps-ci, là, ces temps-ci, là, un peu moins avec la pandémie, mais c'est quand même des questions qui reviennent. L'idée de regarder notre programme et de définir des cibles d'apprentissage. Donc là, les gens me disent: «Jim, il faudrait définir des cibles, puis, il faudrait, entre autres, on pourrait, ces cibles-là, devraient commencer par "je peux", puis "je" étant l'élève, là. Tu sais, je peux faire ceci, je peux, bon, pour que l'élève soit conscient de ce qu'il va avoir à apprendre. Alors, moi, pas le danger, mais je me dis ce qu'il faut aller plus loin que, c'est que si on prend la progression des apprentissages, elle, c'est toutes des verbes, tu sais, dénombrer, calculer, représenter, et cetera. Alors, ce serait, à mon avis, trop simple de dire, par exemple, d'établir comme cible d'apprentissage, je peux grouper pour dénombrer. Donc, il y a moyen d'avoir une réflexion un peu plus profonde que ça. Et je me sers du cadre de la compréhension conceptuelle, flexibilité, fluidité qui est présenté dans le référentiel d'intervention en mathématiques pour amener la réflexion un peu plus loin, notamment ce qui a trait de la compréhension conceptuelle, c'est-à-dire d'amener les équipes à réfléchir par rapport aux différents concepts et processus. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Quelles seraient des manifestations de la compréhension des différents concepts, des différents processus? Quelles seraient des manifestations de la fluidité par rapport notamment aux différents processus et aussi des manifestations de la flexibilité. Si vous voulez plus d'informations sur ces trois concepts-là, vous pouvez consulter le référentiel. Et ça m'a amené avec une conseillère pédagogique du Centre de services scolaires des Chic-Chocs, elle est ici, je crois, Mme Stéphanie Jonca, que je salue, à construire un document qu'on va vous présenter là, dans les prochaines semaines, dans une prochaine séance de partage. Mais on a placé ici un extrait, pas un extrait, mais une démarche similaire au document que je vais vous présenter dans les prochaines semaines, c'est-à-dire de réfléchir avec les équipes à établir justement des manifestations de la compréhension, puis des manifestations de la compréhension des processus rattachés au concept. Je vous donne un exemple. Je ne lirai pas tout ce qui est dans le tableau, mais je vais m'attarder au premier exemple, qui est un exemple qui revient très souvent et classique au primaire. Donc, si on prend le concept et processus tel que c'est écrit dans la progression des apprentissages, dénombrer des collections réelles ou dessinées, dénombrer une collection en groupant ou en regroupant. Bien, l'idée, c'est d'aller creuser qu'est-ce que ça veut dire comprendre? C'est quoi les idées sous-jacentes et directement en lien avec ce concept et ce processus-là que les élèves peuvent nous manifester? Et là, ici, on a donné des exemples. Donc, l'élève explique ou les traces de l'élève montrent que pourquoi il est avantageux de faire des groupements ou des regroupements pour dénombrer une quantité, puis le lien entre les groupements de puissance de 10 et les positions de notre système de numération. Ici, des exemples de ce que l'élève pourrait nous dire, c'est ben moi, là, je fais des groupements quand je dénombre parce que comme ça, si je me fais déranger, je ne suis pas obligé de recommencer à compter au début. Ça me permet d'organiser ma quantité. Ça va me permettre après de compter par bon. Donc, vous voyez qu'il n'est pas en train de seulement appliquer mécaniquement une procédure, mais il est vraiment en train de raisonner autour du concept en jeu. Puis le lien entre les groupements de puissance de 10, par exemple, il pourrait dire, ben moi, quand je groupe, je fais des paquets de 10, puis après ça, je fais des paquets de 10 de paquets de 10. Ça s'appelle des centaines, puis il va avoir un lien avec la position des chiffres dans mon nombre. Donc, vous voyez que on a ici une réflexion là, d'un élève qui va être beaucoup plus profonde. Et l'idée, c'est qu'en travaillant ça, puis en le discutant avec les enseignants, puis ça m'a été rapporté là, par certaines enseignantes en accompagnement, puis je l'ai dit souvent dans la présentation du référentiel, ça permet de changer notre regard justement sur ce qu'on veut que les élèves apprennent. Donc, pour certaines enseignantes, elles m'ont dit, j'ai changé mon regard, c'est-à-dire avant, je voulais absolument que les élèves me montrent qu'ils appliquent efficacement et rapidement des procédures. Maintenant, je veux qu'ils soient en mesure de m'expliquer et de me montrer qu'ils comprennent. Donc, inévitablement, ça teinte leur enseignement. Et on a ici dans la colonne de droite
des manifestations de la compréhension des processus nombrés. L'élève dénombre une collection en comptant par bon. L'élève fait des groupes de puissance de 10 pour dénombrer constant pour dénombrer. L'élève dénombre une collection en comptant par bon. L'élève fait des groupes de puissance de 10 pour dénombrer une quantité. Et finalement, l'élève exprime la quantité à l'aide de l'écriture symbolique. Je ne lirai pas l'autre exemple, puis à la diapo suivante, on a placé des exemples du secondaire. Donc, comme je le disais, dans une prochaine séance de partage, je viendrai présenter le document que j'ai construit avec Stéphanie et expliquer c'est quoi les fondements justement de comment je m'y suis pris pour en identifier des manifestations de la compréhension des concepts. Alors, vous avez ici un extrait, puis on va le pousser plus loin une prochaine fois. Alors voilà pour la partie sur les concepts et processus. Maintenant, le troisième volet de toute la partie de la compréhension de nos programmes vise le lien ou les liens plutôt qui existent entre le développement des compétences et l'apprentissage des concepts processus. Parce que là, on a abordé distinctement les compétences et les concepts, mais on sait très bien que dans la façon dont est constitué notre programme, les liens doivent être évidents, que l'apprentissage des concepts et des processus se fait de façon simultanée ou en tout cas, ils sont intimement liés. Donc, on va aborder cet aspect-là dans les prochaines diapositives. Alors, pour se développer une compréhension commune des liens qui existent entre chacun d'eux. Bon, il y a différentes pistes, différentes actions qui peuvent être posées. Un document que vous voyez à l'écran, c'est un extrait d'un document qui avait été produit au moment de la diffusion de la progression des apprentissages. Donc, lorsque le document a été produit, il y avait quand même un souci qu'on n'oublie pas nos compétences et qu'on s'assure que l'apprentissage de ces concepts et processus-là doit être contextualisé dans le développement des compétences. Donc, il y a un outil qui a été produit qui date de, je crois, c'est 2009. Donc, vous pouvez le consulter parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne des pistes pour chacun des champs mathématiques, comment des liens peuvent être faits entre les différents concepts et avec le développement des compétences. Donc, c'est intéressant à consulter. Et donc, c'est vraiment dans l'idée qu'il ne faut pas oublier que comme l'objectif premier de notre programme, c'est le développement de compétences, bien, il y a l'idée que les concepts et processus doivent être construits par les élèves, puis réinvestis dans des contextes diversifiés qui vont lui permettre de développer chacune des compétences. Donc, il y a vraiment cette idée de l'élève qui doit s'approprier, qui doit construire ses connaissances, qui doit être en trame de fond dans tout l'apprentissage des concepts et processus. Donc, dans le fond, quand on cherche à vérifier si l'élève est en maîtrise de certains concepts, c'est vraiment dans son aptitude à transférer les concepts et processus dans des situations problèmes, dans des situations d'application qui vont vraiment nous permettre d'observer sa maîtrise des concepts. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on le voit. D'ailleurs, aussi dans l'exemple que Jim a présenté tout à l'heure avec le problème de Desjardins et Tu, on voit bien, il y avait des liens très évidents qui étaient faits entre des apprentissages faits sur les compétences, en visant certaines composantes, par exemple, et des apprentissages en même temps qui se faisaient par rapport à certains concepts. Et finalement, ici, on va passer assez rapidement, mais regarde, on a été avec l'idée d'exemple qui montre le lien entre le développement de compétences et l'apprentissage des concepts et des processus. Ça va me permettre de ramener encore l'idée que le type de tâche n'est pas garant ou automatique de c'est quoi notre intention. Ici, vous voyez deux problèmes. Le premier est contextualisé, le deuxième ne l'est pas. Et ce sont deux problèmes qui vont permettre de travailler des composants de la compétence à raisonner et qui vont être aussi en lien avec le concept de moyenne. Alors ici, ce n'est pas de dire, par exemple, que le deuxième est un exercice puisqu'il ne, qu'il n'y a pas de contexte et que le premier est une tâche de compétence parce qu'il est en contexte, mais les deux peuvent bel et bien servir par leur nature à développer la compétence et aussi à approfondir la compréhension du concept de moyenne. Pourquoi je parle de la compréhension? Si je regarde par exemple le deuxième problème, soit la distribution de données suivante, et qu'on met
une donnée qu'on ne connaît pas. Si la moyenne de cette distribution est 70 que vaut X, ben, à ce moment-là, ce n'est pas une application de la formule de la moyenne, mais les élèves, il faut qu'ils raisonnent à partir du concept de moyenne pour pouvoir trouver la donnée manquante. Et c'est le même principe dans le problème plus haut, même s'il est contextualisé à un contexte de note d'examen. Alors, ça permet encore une fois de revenir sur l'idée que pour se donner une compréhension harmonisée du développement de compétences, ça peut être une bonne idée d'explorer des tâches et de voir quelles composantes ou quelles compétences en entier on pourrait travailler. Alors, ça met fin au premier volet sur l'idée de mettre en œuvre le programme de façon harmonisée. Maintenant, on va y aller avec le deuxième volet qui est en lien avec la gestion du temps. Euh, on me nomme souvent le défi, Geneviève, je sais que toi aussi, on te nomme souvent le défi du temps, du programme chargé. On entend parfois des gens qui disent le programme est trop chargé, il faudrait aller à l'école jusqu'à 25 ans pour pouvoir le voir, etc. Euh, Moi, je me permets de remettre ça en question. Je me dis quels sont nos appuis pour avancer ça. Euh, Moi, je me dis, notre programme, oui, il y a des éléments, il y a beaucoup d'éléments dedans. Par contre, c'est clair que le programme n'a pas été pensé pour utiliser, par exemple, la progression des apprentissages et voir un après l'autre en silo les différents concepts, mais bien pour essayer de voir tout ça de façon intégrée et au travers un développement de compétences. Donc, on va essayer encore une fois pour cette prochaine partie de vous donner des pistes d'action qui vont être en lien avec qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous permettrait euh, de façon, on pourrait dire de façon caricaturale, on pourrait dire pour gagner du temps, mais moi je pense que c'est plutôt pour optimiser le temps d'enseignement. Alors, voici les pistes d'action qu'on souhaite vous présenter à ce sujet-là. Alors, 3 pistes d'action. Travailler le développement de compétences et l'apprentissage de concepts et processus de façon intégrée. Enseigner les concepts et processus en réseau. Évaluer les élèves à partir de traces recueillies en cours d'apprentissage. Et tout ça peut s'inscrire, et c'est dans les orientations, je pense, de la majorité des centres de services scolaires, de planifier de façon collaborative en équipe cycle et même mettre en place des moments de concertation entre les cycles. Ça va venir justement favoriser la cohérence et aussi apporter justement une optimisation, donc à quelque part un gain de temps. Alors, travailler le développement de compétences et l'apprentissage de concepts et de processus de façon intégrée. Euh, du côté droit, j'attire votre attention ici, on a mis l'idée de l'apprentissage des concepts et de processus, du développement de compétences et l'intersection entre les deux, on a placé le raisonnement. Il pourrait y avoir beaucoup d'éléments peut-être ou d'autres éléments qui sont communs à l'apprentissage des concepts et processus puis le développement de compétences. Ici, le raisonnement, on ne veut pas nécessairement parler exclusivement de la compétence 2, mais on parle bien de l'idée que l'élève raisonne dans un sens plus global. Et ici, vers la gauche, qu'on propose pour justement travailler le développement de compétences et l'apprentissage de concepts processus. Encore une fois, ceux qui ont lu le référentiel d'intervention en mathématiques, vous ne serez pas surpris qu'une des propositions qu'on fait à ce sujet-là, c'est vraiment l'idée d'enseignement par la résolution de problèmes, qui est une modalité pédagogique à utiliser pour justement favoriser l'apprentissage de concepts processus et le développement des compétences. On en parle depuis tantôt. Dans le fond, dans toute l'idée d'enseignement, apprentissage par la résolution de problèmes, je ne répéterai pas dans le cadre de la présentation, on ne ramènera pas tous les éléments par rapport à ça. Il y a une section là, avec des informations à ce sujet dans le référentiel d'intervention en maths. Il y a aussi plusieurs écrits à ce sujet, dont certains très récents là, qui viennent remettre de l'avant toute l'éloquence des résultats de recherche autour de l'efficacité de l'enseignement-apprentissage par la résolution de problèmes, les enjeux, les défis. Donc, s'il y en a qui désirent aller plus loin par rapport à tout ça, il y a plusieurs références là, qui vont vous permettre de creuser cette idée-là.
On va plutôt y aller par, des exemples pratiques, qui ici, c'est un schéma qui est tiré d'un accompagnement que j'ai réalisé l'année dernière avec des enseignants, de première secondaire, donc une équipe d'enseignants. Heu, Ça nous a amené à réfléchir aux idées suivantes. Donc, quand on veut mettre en place un enseignement par la résolution de problèmes, on s'est dit, on a comme 3 éléments à considérer. Le premier, c'est quoi notre intention? Donc ça dicte tout. On en a parlé, quand même amplement dans cette présentation ici. L'idée d'identifier notre intention d'apprentissage ou ce qu'on entend, l'idée de qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent. Ensuite de ça, c'est quoi les problèmes qu'on va utiliser qui vont nous permettre d'atteindre nos intentions? Et finalement, c'est quoi, les modalités pédagogiques qu'on va mettre en place qui vont, favoriser justement l'apprentissage des élèves? Donc, si encore je fais un lien avec le référentiel d'intervention en mathématiques, donc ils vont favoriser l'engagement cognitif, la participation active des élèves. Je vous donne un exemple d'un cours que j'ai réalisé en collaboration avec les enseignants l'an dernier. Donc, voici l'exemple d'une planification d'un apprentissage par la résolution de problèmes en première secondaire. Donc, on s'est assis les profs et puis là, ils s'en allaient, ils me disaient, Jim, on est rendu au chapitre des fractions. Bon, alors, je me suis dit, on va le planifier ensemble. Donc là, je leur ai posé la question, c'est quoi que vous voulez c'est quoi qu'on veut qu'ils apprennent? Et là, on a réfléchi, puis je leur ai posé la question, c'est quoi que vous pensez qui est l'idée la plus minimale ou de base que ça vaudrait le coup d'aller voir chez nos élèves? Et ils m'ont dit, ça vaudrait le coup d'aller voir s'ils comprennent, on était en début de secondaire 1, que la fraction, c'est toujours en lien avec un tout de référence. Et ils voulaient amener les élèves à déployer un raisonnement mathématique, donc autour de la compétence 2. On a choisi 4 problèmes que je vais vous présenter sommairement dans un instant, dont le casse-tête de Desjardins et Etu, que je ne reviendrai pas nécessairement. Et on a notre période, donc notre période, oui, notre cours, était réalisé avec 4 ateliers de 12 minutes chacun. On a fait des équipes de 4 élèves, puis on avait vraiment organisé la classe. On a explicité des attentes comportementales, c'est-à-dire que si on a des élèves qui sont toujours habitués d'être assis, puis à prendre des notes, puis à pas trop parler, bien, c'est sûr que là, on était complètement ailleurs. Donc, on leur a explicité qu'est-ce qu'on s'attendait d'eux autres, qu'ils s'en allaient dans les différents ateliers, il fallait qu'ils essayent de résoudre les problèmes, il fallait qu'ils en discutent entre eux de façon civilisée. Et ça a été quand même, ça s'est relativement bien passé. Et à la fin de la période, il y avait toute l'idée d'expliciter les apprentissages réalisés. Donc, les problèmes qu'on a, les 4 ateliers en question, toujours avaient autour de l'idée de la fraction est en lien avec un tout de référence et aussi d'amener les élèves à raisonner. Donc, il y avait le casse-tête de Desjardins et Etu. Donc, il y avait un des ateliers où on avait découpé les morceaux de casse-tête que vous avez vus précédemment. Il y avait un deuxième atelier, celui-là, j'attire votre attention. C'était un des enseignants qui a proposé ce problème-là. Et j'étais sceptique, mais ça a été, ça m'a marqué ce qui s'est passé. Donc, qui a raison? Clément dit qu'il a mangé la moitié de son sac de bonbons d'Halloween en une soirée. Jeanne lui dit que c'est impossible de manger la moitié d'un sac de bonbons d'Halloween en une soirée. Qui a raison? Justifie ta réponse en donnant des exemples. Les élèves, quand on leur a demandé ça dans certains sous-groupes, ils m'ont regardé avec le feu dans les yeux, puis ils m'ont dit on ne peut pas répondre à ça. On n'a pas les chiffres. On n'est pas capable de répondre. Donne-nous les chiffres, puis je vais te répondre tout de suite. Mais j'ai dit, je ne le sais pas, moi, le nombre de bonbons qu'il y avait dans un sac. Je te dis juste qu'il y en a un qui dit qu'il a mangé la moitié de son sac, puis l'autre, il répond que c'est impossible de manger la moitié de son sac. Fait que les élèves étaient vraiment perturbés parce qu'il n'y avait pas de nombre. Donc, ça nous donne une idée de c'est quoi leur attente face à un problème mathématique. Jusqu'à ce qu'il y a certains élèves, dont je me rappelle une petite fille très gênée, puis elle m'a dit ben c'est parce que ça dépend de la grosseur du sac. Bon, fait que là, on est parti de cette idée-là de la grosseur du sac. Puis là, les autres ont dit ah ben là, bon, ben. Fait que ça a apporté un problème aussi simple et de base que celui-là a vraiment amené des discussions intéressantes. On a aussi dans un autre atelier quelle fraction du carré est représentée par la partie en jaune. Donc ça, on avait fait plastifier ça. Il y avait des crayons pour lesquels ils pouvaient effacer et faire leur démarche là, en s'essayant, en essayant différentes façons.
Puis le dernier problème, on avait des mosaïques fractionnaires là, qu'il y avait sur une table. Puis on leur posait des questions. Si le bloc jaune représente une unité, quel bloc représente un tiers? Bon, ça, c'était pas si pire. Mais la prochaine question, si le bloc jaune représente une demi, quel bloc représente un quart? Ben là, il fallait qu'ils reconstituent le tout de référence pour ensuite de ça trouver un quart. Donc, on était toujours autour de notre intention. Et je vous le dis, on a travaillé là, 1 mois sur plusieurs aspects en lien avec, les concepts et processus en lien avec les fractions. Puis à toutes les fois, on se disait: «Ça a été vraiment important de ramener, cette idée de base-là, que la fraction est en lien avec un tout de référence», parce que c'était pas clair pour nécessairement tous les élèves, là. Donc, avec ce que Jim vient de nous présenter, on était vraiment dans l'idée qu'une approche par résolution de problèmes peut permettre de vraiment travailler le développement de compétences puis l'apprentissage de concepts de façon intégrée et nécessairement, ben, on peut y voir un gain de temps si on est dans cette approche-là parce qu'on peut traiter différents volets là, à l'intérieur même d'une séquence d'apprentissage ou même à l'intérieur d'un cours, d'une période. Dans un deuxième temps, vous abordez l'idée de comment le fait d'enseigner des concepts et processus en réseau, pardon, peut être une façon de gérer le temps ou de gagner du temps même. Donc, avec les schémas présentés un peu plus tôt, on pouvait voir peut-être facilement des liens intra-champs, c'est-à-dire des liens entre différents concepts d'un même champ mathématique, mais évidemment, il y a aussi différents liens à faire entre les concepts et processus des différents champs, donc des liens interchamps qui sont présentés entre autres dans les diagrammes de Venn là, que vous voyez à l'écran. Le diagramme de gauche est extrait des documents aide-mémoire là, qui ont été produits par le ministère au printemps dernier et celui de droite vient du programme du premier cycle du secondaire. Mais vous en avez également pour le deuxième cycle du secondaire. Donc, ces schémas-là sont intéressants à traiter ou à explorer avec les enseignants parce qu'on voit des liens bien évidents entre les différents champs mathématiques pour aider à défaire les silos. Mais même à l'intérieur de tout ça, il y a plein de liens qui peuvent être tissés. Donc, de prendre le temps d'aller voir les différents liens entre les champs, mais aussi même à l'intérieur d'un champ pour permettre une approche d'enseignement en réseau, permettrait certainement au bout du compte de gagner du temps dans tout le temps qui est accordé à l'enseignement, à l'apprentissage. D'ailleurs, dans nos programmes, ça fait partie des composants de nos compétences où on nomme clairement que l'élève doit constituer un réseau de concepts et de processus. Donc, c'est même pas, c'est d'ailleurs quelque chose que l'élève a à faire, à construire. Quand on parle de réseau de concepts, c'est vraiment l'idée de représenter des liens qui unissent les différents concepts et processus entre eux. Donc, de pas seulement les relier, mais de voir qu'est-ce qui les relie. Et c'est important aussi de bien comprendre que les réseaux de concepts, ce sont des outils dynamiques, donc qui vont évoluer dans le temps au fur et à mesure que le bagage va s'agrandir ou que les connaissances vont s'ajouter. Le réseau de concepts devrait donc évoluer, mais idéalement devrait aussi être personnel à l'élève. Donc, si l'élève construit lui-même son réseau de concepts, il va vraiment mieux le comprendre, mieux le cerner, puis ça va lui permettre, lui, de mettre en évidence les liens qu'il observe. Évidemment, l'enseignant va soutenir, peut offrir, se donner en exemple, mais c'est aussi un travail qui peut être fait avec les enseignants de créer des réseaux de concepts et de voir leur conception de l'évolution et des liens qui existent entre les différents concepts et processus. Donc, à titre d'exemple, vous en avez ici des réseaux de concepts très simples concernant les angles. Un autre qui traite des triangles, qui pourrait être pour un élève du deuxième cycle du primaire concernant les angles. Un autre qui traite des triangles, qui pourrait être abordé au troisième cycle du primaire. Euh, Deux réseaux de concepts très simples, mais on voit aussi qu'il y a des liens entre les deux. Donc, le réseau de concepts construit sur les angles pourrait être lié au réseau de concepts sur les triangles quand on s'intéresse aux angles à l'intérieur, comme dans le triangle rectangle, par exemple, où là, on pourrait voir un lien très clair entre ces deux réseaux de concepts-là. Donc, un réseau de concepts n'a pas besoin d'être complexe et d'avoir énormément d'éléments, mais c'est vraiment de voir comment sont liés entre eux les différents concepts abordés dans un champ. Puis là, ben, ici, ce sont des exemples de réseaux de concepts qui
touche un champ en particulier, mais évidemment, on pourrait après ça élargir les branches et aller chercher par exemple, l'idée de mesure à travers tout ça, l'idée de sens du nombre, des opérations. Donc, il y a des liens qui peuvent être faits sur les différents champs. Une autre façon d'approcher cette idée de travailler en réseau, heu, on vous a mis à l'écran un extrait du programme du primaire, l'extrait où on présente les la section sur le sens et l'écriture des nombres naturels. Vous voyez qu'on retrouve, bon, les différents éléments qui vont être abordés au premier, au deuxième et au troisième cycle du primaire. Quand on va chercher dans la progression des apprentissages les éléments qui sont relatifs à cette section-là. Donc, si on s'intéresse à vraiment le sens et l'écriture des nombres naturels, dans la progression des apprentissages, ça va se décliner sur 2 pages en une quinzaine d'éléments qui sont eux aussi décortiqués. Donc, c'est certain que quand notre outil de travail principal est la progression des apprentissages, ben, on a l'impression qu'il y a vraiment une quantité incroyable de concepts et processus à aborder. Si on les voit comme des lignes distinctes et donc des éléments à apprendre un à la suite de l'autre, on sait que c'est pas présenté de façon chronologique, mais ça peut parfois être traité de cette façon-là. Et donc, quand on vient faire le lien entre justement ce qui est vu dans le programme, ce qui est nommé dans le programme et sa déclinaison dans la progression des apprentissages, ben, ça met en évidence que tous ces éléments-là, les 15 puces nommées dans la progression des apprentissages, peuvent être résumés en ce petit paragraphe qu'on retrouve dans le programme. Donc, ça peut aider de faire le lien comme ça entre le programme et la progression pour mieux cerner, les liens qui unissent les différents concepts, voir comment ils peuvent être regroupés. Quand on est dans cette idée de cibler puis de voir, jusqu'à quel point on va en profondeur dans l'apprentissage de nos concepts, mais je pense qu'il faut pas oublier que le programme, dans le fond, est notre, document prescrit. La progression est un document complémentaire qui servait à préciser le programme. L'intention était donc de pouvoir donner plus d'informations, mais ça a apporté aussi peut-être une conception que ça a ajouté des éléments à notre programme alors que c'était plutôt l'idée de décliner et de décortiquer, tous ces éléments-là. Donc je pense que ici, ça peut être une piste intéressante d'explorer ça, puis de revenir au programme, puis de voir comment, ça se décline quand on a besoin d'aller dans le fin détail, mais voilà une idée, de piste d'accompagnement. Sinon, quand on se retourne vers les programmes du secondaire, à ce moment-là, ben, on retrouve, c'est à peu près cette forme-là qu'on a pour chacun des champs mathématiques et chacune des sections. Ben, encore une fois, on a nos concepts et on a les processus qui sont mis en parallèle. Donc ici, c'est intéressant de revenir au programme pour bien cerner les liens qui existent entre les concepts et les processus pour pouvoir travailler tout ça de façon, liée et donc c'est sûr qu'on peut aussi faire l'exercice de faire le parallèle avec la progression des apprentissages, mais avec le programme, de la façon dont il est structuré, on a vraiment tous les éléments en clé, les éléments en main, pour pouvoir bien visualiser les liens qui existent entre les concepts eux-mêmes, entre les concepts et processus. C'est sûr qu'encore une fois, là, on est par champ mathématique, là, mais c'est un premier pas à faire. Puis une autre section qui est parfois oubliée ou qu'on n'a peut-être pas consulté depuis longtemps, mais qu'on retrouve dans chacune des sections, ce sont les éléments de méthode. Les éléments de méthode qui se décline sur un paragraphe, des fois une page, 2 pages à la suite de chacun des champs mathématiques. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on propose toutes sortes de pistes, d'approches pour aborder, certains concepts et processus nommés, dans le programme. Donc, souvent dans ces éléments de méthode-là, on peut retrouver des liens, et pour nous aider à construire le réseau de concepts. Donc, moi, je vous invite à revoir ces sections-là, avec les enseignants pour peut-être, trouver des pistes intéressantes, de comment aborder les concepts, comment faire des liens entre les différents concepts quand ça ne nous apparaît pas toujours, de façon évidente. Et dans le fond, dans les dernières diapos, Geneviève a vraiment mis en évidence, tu l'idée de différents réseaux de concepts, tu qu'on peut voir d'une façon,
presque naturels, là, soit les créer ou comment que on peut les voir à travers la progression des apprentissages. Ici, je vais donner un autre exemple là, qui est comment notre enseignement. Donc, on peut faire des choix d'enseignement, des choix didactiques volontaires qui vont faire en sorte que différents réseaux de concepts vont intervenir. Donc, je prends ici un exemple qui est tiré d'un article là, que j'ai écrit avec mon collègue Benoît Dumas, qui est dans la salle, que je salue également, et pour lequel je vais mettre la référence dans le clavardage. Euh, L'idée de, par exemple, prenons la multiplication de nombres décimaux. Je prends l'exemple suivant, 2 et 4 dixièmes fois 3 et 2 dixièmes. Je pourrais décider de l'enseigner en ayant recours au sens disposition rectangulaire de la multiplication. Ça va faire en sorte que on va ramener l'idée d'un sens de la multiplication qui peut-être des fois n'est pas assez exploité. Donc, on va voir qu'ici, 2 et 4 dixièmes fois 3 et 2 dixièmes, on ne le voit pas comme une addition répétée, mais comme l'aire d'un rectangle. Ça nous ramène au concept d'aire, au concept de rectangle, au fait qu'un aire peut être décomposé en sous-parties qu'on peut réunir pour reformer le tout. Donc ici, ça va nous ramener à la décomposition de nombres. Donc en fait, 2 et 4 dixièmes, c'est vraiment 2 et 4 dixièmes, 3 et 2 dixièmes. Puis on voit que c'est différentes parties. Donc, si je fais ce choix-là d'enseignement, ça ramène différents concepts. D'un autre côté, si je propose à mes élèves d'utiliser un algorithme plus conventionnel de la multiplication, et souvent, on entend l'idée de tasser les virgules ou enlever les virgules, mais au lieu de ça, si on amène plutôt l'idée de dire, ben, je vais multiplier mon nombre par 10, chacun de mes deux nombres par 10, donc mon résultat va être 100 fois plus grand. 24 fois 32 est 100 fois plus grand que 2 et 4 dixièmes fois 3 et 2 dixièmes. Et à la fin, je me dis 768, si c'est 100 fois trop grand, il faut que je le divise par 100, donc ça me donne 7 et 68 centièmes. Ça fait intervenir d'autres concepts comme et processus, donc le processus conventionnel de la multiplication, tout le sens de la multiplication, l'idée de multiplication par 10, que si j'ai un nombre multiplié par 10 fois un autre nombre multiplié par 10, ça me donne un résultat 100 fois trop grand. Donc, ça amène plusieurs autres concepts. Et je pourrais finalement aussi décider de discuter avec mes élèves de l'idée de, ben, si j'utilise la stratégie d'enlever les virgules, donc de faire 24 fois 32, je peux quand même utiliser l'estimation, qui est un autre concept, pour être capable de savoir où va ma virgule à la fin. Donc, si j'ai quelque chose d'un petit peu plus grand que 2 fois quelque chose d'un petit peu plus grand que 3, donc ça devrait me donner quelque chose de un petit peu plus grand que 6. Donc, quand on y va par estimation, on voit que la solution ici doit obligatoirement être 7 et 68 centièmes. Donc, dépendamment des choix d'enseignement qu'on fait, ça peut faire intervenir différents concepts. Maintenant, en ce qui a trait à la troisième action, piste d'action qui était proposée, on peut se poser comme question comment évaluer les élèves à partir des traces recueillies en cours d'apprentissage peut permettre de gagner du temps ou de travailler sur la gestion de notre temps. Bien, c'est sûr qu'il y a différentes pistes à explorer à ce niveau-là. Dans un premier temps, l'idée d'aborder le fait de recourir de façon fréquente à l'évaluation en tant qu'aide à l'apprentissage. Donc, tout ce volet-là de la dimension de l'évaluation au service de l'apprentissage, heu, non seulement elle devrait occuper une place importante, mais on la nomme aussi explicitement dans les programmes, là, par exemple, dans le programme du premier cycle, à la page 238, on nomme des éléments vraiment explicites sur, l'évaluation puis la place que devrait prendre dans la séquence d'apprentissage et on nomme vraiment l'idée de se servir de l'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, on se dit qu'en observant les apprentissages fréquemment, à travers différentes activités, plutôt que de prendre des moments d'arrêt formel pour des épreuves formatives, pourrait être une façon, oui, de gagner du temps, mais aussi de donner de la rétroaction plus fréquemment aux élèves et leur permettre peut-être d'atteindre plus facilement les attentes qui sont ciblées pour eux. Donc, c'est une piste, à explorer. On sait qu'il y a eu un avis du Conseil supérieur de l'éducation, publié en mars 2019 aussi,
qui s'appelait Évaluer pour que ça compte vraiment, qui fournissait certaines pistes, à ce niveau-là. Donc c'est un autre outil qui peut être, auquel on peut se référer pour aborder tout ce volet-là. Il y a l'aspect de trianguler les traces recueillies aussi, donc de ne pas se centrer seulement sur les productions d'élèves, en termes de, production écrite, papier-crayon. Il y a d'autres types de productions qui peuvent être faits, mais également on peut recueillir des traces au niveau de nos observations qu'on fait durant le travail, de l'élève et aussi tout l'aspect des conversations. Donc, lorsqu'il y a des échanges entre les élèves ou des échanges entre, l'enseignant et les élèves, des questions qui sont posées. Donc tous les 3 aspects, production, observation, conversation, sont 3 types de traces qu'on peut aller chercher, qui est important de croiser dans le jugement qu'on va porter sur, la compréhension des élèves. Donc, c'est un autre volet qui peut être, abordé avec les enseignants et évidemment, on veut s'assurer de porter un regard sur le développement des compétences, donc comment aller recueillir des traces qui témoignent de l'évolution, justement du développement des compétences, mais aussi de la compréhension des concepts, donc de veiller à avoir un œil sur ces 2 volets-là. La grille de l'annexe C présentée, plus tôt était comme un outil qui pourrait servir dans cet aspect-là d'évaluer la progression du développement des compétences des élèves. Donc, c'est sûr qu'il y a un volet qui porte beaucoup sur l'évaluation qui peut être un enjeu et qui peut en même temps être, une piste de solution pour, tout le défi en lien avec, la gestion du temps. Alors, dernière idée sur ce point-là, donc toute l'idée de planifier en équipe type et de mettre en place des moments de concertation entre les cycles. Donc, beaucoup de centres de services scolaires au Québec actuellement sont toutes dans l'idée d'instaurer l'approche collaborative, des équipes collaboratives par cycle, entre autres. Et ici, on va ramener des éléments qu'on entend parler souvent, mais qu'on considère, nous, ici, comme étant vraiment des bonnes suggestions pour gagner du temps. Donc, planifier en équipe cycle, c'est-à-dire d'abord aussi s'en tenir à ce qui est nommé dans le programme puis la progression. On l'a vu au cours de la présentation, je pense qu'il y en a en masse dans notre programme. On sait qu'il y a plusieurs cahiers, il y a plusieurs maisons d'édition qui proposent justement du matériel pédagogique qui va parfois, voire même souvent, au-delà de ce qu'on a dans la progression des apprentissages. Je discutais justement de ça avec des équipes l'année dernière où il y avait des éléments que c'était clairement pas à voir pour l'année ou le cycle en cours même. Puis les enseignants me disaient, oui, mais les élèves, il faut qu'ils apprennent ça pareil. Ben, je disais, OK, c'est pas à moi de vous dire si vous allez le placer ou non dans votre planification. La seule chose que je vais vous dire, c'est vous ne pouvez pas me dire que vous manquez de temps après si vous rajoutez des éléments qui ne sont pas nécessairement à voir pour les élèves de l'âge que vous avez. Donc, s'en tenir à ça. Il y a toute l'idée ou sage à réaliser pour chacune des années du cycle, tant en termes de niveau de tant en termes de niveau de développement de compétences, là, où jusqu'où, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves nous démontrent en termes de développement de compétences, et aussi par rapport à l'apprentissage des concepts et processus. On sait que notre progression, entre autres, il y a beaucoup de flèches dans les premières années du cycle, des étoiles, tout ça. Donc, ça vaut vraiment le coup de discuter entre collègues pour s'arrimer, puis de voir qui va jusqu'où, dans quelle année du cycle. J'étais avec des exemples que vous connaissez, par exemple, des enseignants de première secondaire et de deuxième secondaire discutaient ensemble. Et l'enseignant de deuxième secondaire disait, ben, toute la partie du cercle, là, ça, je vais m'en occuper, moi, en deuxième secondaire. J'ai tout ce qu'il faut pour aborder ce concept-là. Toi, tu pourrais plus faire ceci, cela. Donc, toute cette idée-là de se donner une compréhension commune des flèches et des étoiles, puis de jusqu'où on va, ça va être vraiment quelque chose de pertinent qui va nous permettre aussi d'optimiser le temps d'enseignement. Et on sait aussi qu'il y a des concepts, processus qui se chevauchent et le développement de compétences se chevauche, entre autres, dans tout entre les cycles. Ben, ça peut valoir le coup euh, de prévoir certains moments de concertation, même entre les cycles, entre autres dans certains schémas que Geneviève a montré aujourd'hui. On voyait par exemple qu'en arithmétique, il y avait des éléments qui partaient de la première année jusqu'à la sixième année. Ben, à ce moment-là, ça peut
Ça peut permettre d'optimiser que de se questionner même entre les cycles, qui fait quoi et jusqu'où. Donc, c'est certain que pendant la présentation, même si on est allé d'une façon linéaire en abordant un défi à la fois avec des différentes pistes d'action, ben, vous avez certainement senti le lien très fort entre ces deux défis-là. Donc, tout l'aspect d'une compréhension harmonisée des programmes qui fait en sorte qu'on va avoir une planification peut-être plus stratégique et qui va nous amener au bout du compte à gagner du temps, où les éléments qu'on va travailler pour gagner du temps vont avoir un effet sur la compréhension, une meilleure compréhension, une compréhension harmonisée des programmes d'études, puisqu'on va devoir se pencher à faire des choix en équipe et donc de discuter de certains éléments. Donc, on a fait des choix dans nos propositions, mais c'est évident que c'est deux défis qui sont intimement liés et donc qui gagnent à être aussi travaillés conjointement là, ou ensemble, parce que c'est pas nécessairement de façon linéaire qu'on va travailler ces éléments-là avec les enseignants. Mais avec tout ce qui a été présenté comme différentes pistes d'action, comme différents outils, c'est certain que pour arriver à vraiment atteindre d'une certaine façon une mise en œuvre harmonisée et réaliste des programmes d'études, ben, il y a beaucoup d'actions qui sont possibles de poser. Donc, l'idée, c'est pas de mettre toutes ces actions-là en place en même temps, évidemment, mais bien de réfléchir aux actions qui vont soit être prioritaires ou qui vont répondre à des besoins de nos équipes. Parce qu'évidemment, on, ici, nos équipes qu'on accompagne ne seront pas tous au même point. Donc, c'est de cibler les actions qui vont répondre aux besoins ou qui vont être prioritaires selon le contexte et donc de faire des choix à travers tout ça, selon le niveau d'aisance des enseignants aussi, par exemple. Puis Geneviève, si je peux faire du pouce par rapport Oui. à ça, dans ma pratique d'accompagnateur, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'écoute c'est quoi les premières préoccupations qui me sont énoncées par les équipes, puis j'essaie de voir c'est quoi, quelle action, entre autres, parmi ce qui a été présenté aujourd'hui, qui permettrait le plus de répondre aux premiers besoins qu'il me nomme. Tu sais, s'il me nomme, par exemple, l'idée de quelle pratique pédagogique on devrait mettre en place en maths, ben, je me dis, oh, peut-être que là, j'ai une entrée par l'enseignement-apprentissage, par la résolution de problèmes et voir justement de façon concomitante l'apprentissage des concepts et processus et le développement de compétences. Si on me parle davantage d'un concept ou d'un processus en particulier, par exemple la fraction, ben là, je me dis, oh, j'ai peut-être la porte de les amener à voir l'apprentissage des concepts et des processus en réseau. Donc, c'est mon idée, c'est pas ici, c'est pas une série d'éléments qu'il faut travailler tous les éléments avec toutes les équipes, mais bien un menu dans lequel je pige en fonction des besoins qui me sont exprimés. Donc, c'est certain qu'à travers tout ça, peu importe les pistes d'action qui vont être entreprises dans l'accompagnement des enseignants, il en demeure pas moins il y a toujours des choix qui relèvent de l'enseignant. L'enseignant aura différents choix à faire dans sa planification, dans ses pratiques en classe. Donc, dans le fond, on a remis à l'écran des extraits du document aide-mémoire là, concernant les apprentissages essentiels qui a été diffusé à la rentrée scolaire, parce qu'il y avait quand même des éléments clés intéressants à utiliser à travers tout ça. On parlait entre autres de comment optimiser le temps d'enseignement, qui réfère à des éléments présentés aujourd'hui. Mais dans le fond, ce qui est important de bien cibler ou de discuter peut-être avec les enseignants, c'est oui, il y a des choix qui sont à faire, puis sur quoi peuvent porter ces choix-là. Donc, les choix peuvent porter sur, par exemple, l'ordre dans lequel ils vont aborder les compétences ou les contenus de formation, la façon de développer les compétences ou d'aborder, d'enseigner les concepts, la répartition des contenus à l'intérieur d'un cycle, les modalités, les moments d'évaluation, ce qui va être évalué. Il y a beaucoup de choix qui leur appartiennent ou qui vont appartenir à l'équipe école, par exemple, ou à l'équipe cycle. Donc, c'est plus d'outiller pour faire des choix éclairés, disons. Il y a aussi tout l'aspect de la différenciation pédagogique même si on ne l'a pas nommé pendant la présentation, mais qui aussi est là en trame de fond, qui est nommé dans nos programmes, qui peut être une, une porte d'entrée pour aborder cette idée de choix, comme sur quoi va porter les choix et comment ils vont s'actualiser dans la classe. Donc, pour la différenciation pédagogique, si vous souhaitez aussi
avoir d'autres outils ou en savoir davantage, il y a une capsule de formation qui avait été faite à cet effet à la rentrée scolaire, qui est disponible sur le site du ministère, sur la différenciation pédagogique comme thème au sens large, si on veut. Et il y a une autre formation qui avait été donnée sur la différenciation pédagogique en mathématiques au primaire, où il y a des exemples concrets là, spécifiques à la mathématique là, qui s'y retrouvent. Donc, vous avez ces outils-là auxquels vous pouvez vous référer aussi si vous voulez utiliser cette porte d'entrée qui est la différenciation pédagogique. Alors, c'est ce qui met fin à la partie de notre présentation. Donc, si vous avez là, comme on a dit, différentes pistes, différentes portes d'entrée pour soutenir les réflexions, les actions de vos équipes. Vous avez à l'écran l'adresse de l'équipe des programmes de mathématiques. Donc, vous pouvez nous écrire lorsque vous avez des questions par rapport au programme ou si vous avez des questions qui surgissent un peu plus tard après avoir entendu cette présentation-là, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça nous fera plaisir de vous répondre. Donc,